À 60 ans, Françoise a perdu 18 kilos et est dans la meilleure forme de sa vie. C'est quelque chose que même les médecins de Françoise pensaient impossible. Dans cette vidéo, je vais vous partager concrètement la méthode à utiliser pour changer vos comportements alimentaires. Mais juste avant de commencer, voici les résultats que Françoise a justement obtenus en utilisant exactement cette méthode. Vous avez peut-être remarqué que Françoise dit qu'elle a perdu du poids sans effort. Pour être plus exact, même si cela lui a paru facile, il faut avouer que cette femme s'est réellement investie dans le coaching. Mais quand toutes les conditions sont réunies, ce n'est pas difficile de mincir, c'est vrai. Alors, voyons exactement un des aspects fondamentaux qui a aidé Françoise et des centaines de femmes à obtenir des résultats qui tiennent vraiment sur la durée. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous dévoiler exactement comment justement réunir toutes les conditions pour réussir et ne pas laisser votre succès dépendre du hasard. L'outil que je vais vous présenter est basé sur le modèle influenceur créé par l'équipe de Creny et Patterson. C'est ce que j'appelle les 6 piliers de l'action. Imaginez un instant que vous voulez apprendre à réguler votre poids naturellement et à manger selon vos sensations de faim et de satiété pour atteindre votre poids de forme naturel comme Françoise. Et avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà entendu parler d'Okinawa, aussi connue sous le nom de l'île aux centenaires? Cette île, située au sud du Japon, est connue pour recenser la plus grande densité de centenaires au monde. Et forcément, de nombreuses études ont essayé de percer leur secret. D'après les scientifiques, la piste la plus prometteuse serait liée à une de leurs traditions alimentaires. Hara Hachi Bu. C'est la règle du ventre à 80%. Mais qu'est-ce que c'est, cette règle du ventre à 80% au juste? L'idée est toute simple, c'est de s'arrêter de manger avant d'être plein. Pour les habitants d'Okinawa, sortir de table en ayant l'impression d'avoir trop mangé est même considéré comme un manque d'hygiène ou de respect pour son corps. Et la science est d'accord avec ça. S'arrêter de manger avant d'être complètement rempli est la méthode la plus efficace pour réguler naturellement son poids, rester mince et en bonne santé. Le comportement que nous allons donc étudier en pratique, c'est comment réussir à sortir de table le ventre léger. Pour commencer, voici comment les 6 piliers de l'action fonctionnent. D'un côté, il y a la motivation, de l'autre, il y a la capacité. Par exemple, admettons que vous êtes installé dans votre canapé et que vous avez soudainement envie de manger un cookie. Malheureusement, vous n'avez pas de cookies chez vous, vous n'avez pas les ingrédients pour en faire, vos voisins ne sont pas là et les magasins sont fermés. Dans ce cas-là, même si vous voulez vraiment manger un cookie, vous n'allez pas pouvoir manger de cookies. Aujourd'hui, vous allez voir que l'envie, la motivation ne suffit pas pour passer à l'action. Mais le plus important, c'est que vous allez apprendre comment vous avez le pouvoir de façonner votre environnement de manière à ce que les bons comportements soient faciles et presque inévitables. Pour que vous puissiez réellement comprendre comment les 6 piliers de l'action impactent vos choix quotidiens, il est temps de répondre à la question: comment faire pour sortir de table le ventre léger? En toute honnêteté, le modèle que je vais vous présenter a été développé par une équipe de professionnels regroupant les meilleurs chercheurs en sciences sociales et comportementales. Ce modèle a déjà fait ses preuves aussi bien pour lutter contre les problèmes liés au virus du sida en Thaïlande que pour la réinsertion professionnelle et sociale des anciens criminels. Et bien sûr, ces 6 piliers de l'action fonctionnent parfaitement pour le sport et l'alimentation. Alors pour commencer, pour agir, vous avez besoin de vouloir agir. C'est la motivation. Et plus exactement, la motivation vient de ce que vous associez positivement ou négativement à un comportement. C'est la notion de plaisir et de souffrance. De façon très basique, imaginez votre plat ou votre aliment préféré. C'est possible que ça vous donne envie. Imaginez maintenant votre plat ou votre aliment préféré avec une grosse crotte de chien toute molle écrasée dessus. Quelqu'un qui piétine ce plat avec une botte de Rangers et des grosses mouches vertes qui se posent dessus. Est-ce que ça vous fait toujours autant envie ? Probablement un peu moins. Vous l'avez peut-être deviné, mais les bons comportements peuvent être rendus plus désirables et les mauvais comportements peuvent être rendus moins désirables. Si vous voulez manger plus de légumes, ça ne sert donc à rien d'envisager des courgettes vapeur si ce n'est pas quelque chose qui vous excite. Vous devez rendre ces aliments désirables pour vous. Et si vous voulez sortir de table en ayant le ventre léger, rempli à 80% et sans déborder, il faut que vous ayez envie de le faire. Dans un premier temps, pour faire naître cette envie, cela peut t'aider de comprendre à quel point c'est important de sortir de table pleine d'énergie au lieu de se sentir lourde et ballonnée ou avec la sensation d'avoir trop mangé.
Grâce à ça, vous pouvez créer une association positive entre le fait de manger à 80% et votre objectif de perte de poids. Je vous donnerai une deuxième astuce pour créer des neuro-associations positives dans un instant. Mais avant de continuer, vous avez pu observer tout à l'heure qu'il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Il y a donc une différence entre motivation et capacité. Même si vous voulez manger sans vous remplir, c'est possible de ne pas y arriver. Et dans ce cas, c'est peut-être que vous ne savez peut-être pas comment faire. Alors non, je ne vous prends pas pour des débiles en disant que vous ne savez pas écouter vos sensations de faim et de satiété. Mais certaines personnes sont tellement habituées à manger de façon automatique qu'elles ne ressentent plus leurs sensations internes. Il faut donc dans un premier temps redécouvrir ces sensations. Et pour y arriver, c'est important dans un premier temps de manger lentement. Laissez-moi vous expliquer. Pour certaines personnes qui mangent vite, le repas ressemble parfois à un cycle répétitif. La fourchette va de l'assiette à la bouche et on enfourne la nourriture. Un peu comme une locomotive que rien n'arrête, sauf la fin de l'assiette. Pour manger plus lentement, certaines personnes conseillent de manger avec la main non dominante, comme la main gauche pour les droitiers, ou de manger avec des baguettes chinoises. Le problème avec ces recommandations, c'est qu'elles sont nulles. Soit vous allez en avoir marre au bout d'un moment et vous allez finir par arrêter et à recommencer de manger exactement comme avant, soit vous allez devenir tellement efficace avec l'autre main ou les baguettes que ça ne changera rien du tout. Alors j'ai observé et j'ai étudié pour vous les personnes qui mangent lentement. Certains enfants qui mangent vraiment lentement et les adultes qui arrivent à rester minces sans effort. Et j'ai découvert que ces personnes avaient toutes des points communs quand elles mangeaient. Elles ont des techniques pour manger lentement. Par exemple, elles trient les aliments, elles font des champs dans leur assiette, elles forment des cercles et le reforment à chaque bouchée. Et bien sûr, elles posent leur couvert, mâchent et attendent d'avoir avalé avant de préparer la bouchée suivante. Mais la technique la plus efficace pour manger lentement que j'ai pu intégrer dans mon coaching, c'est de penser à manger lentement. Et je ne parle pas juste de mettre un rappel avant le repas ou un post-it sur la table, même si ce sont potentiellement de bonnes idées pour commencer. Je parle de noter votre intention de manger lentement à chaque repas. Parce qu'au final, ce n'est pas la durée du repas qui compte. Ce n'est pas une question d'avoir mangé en plus de 20 minutes ou non. Ce qui compte réellement, c'est l'intention de manger lentement. Le fait de le vouloir, d'y penser et de le faire. Alors, dans leur outil de suivi, quand mes clientes apprennent à manger lentement, elles notent à chaque fois qu'elles mangent leur intention de manger lentement sur une échelle de 1 à 3. 1 sur 3, j'ai complètement zappé. 2 sur 3, j'y ai pensé, mais pas du début à la fin du repas. Et 3 sur 3, j'y ai pensé et je l'ai fait du début à la fin du repas. Grâce à ça, les personnes que j'accompagne ont les compétences nécessaires pour réellement manger lentement. Et au final, c'est un des prérequis pour sortir de table sans avoir le ventre trop plein. Pour récapituler cette première partie, les 2 premiers piliers de l'action sont personnels. Le premier pilier, c'est la motivation personnelle. Et le second pilier, c'est la capacité personnelle. Au-delà du niveau personnel maintenant, il y a le niveau social. Ce niveau est particulièrement intéressant si vous manquez de motivation et que vous avez besoin de soutien. Si vous venez de manger de l'ail, que vous avez une haleine de chacal et que vous avez un rendez-vous romantique qui vous attend dans 30 minutes, vous risquez bien d'avoir envie de vous brosser les dents. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre puisse sentir votre mauvaise haleine. C'est ce qu'on appelle la pression sociale. Dans la culture d'Okinawa, c'est facile de sortir de table le ventre léger puisque c'est la norme sociale. À vrai dire, les personnes qui mangent trop au repas sont même perçues comme des personnes qui se laissent aller. Un peu de la même façon que nous pouvons stigmatiser les personnes en surpoids ou obèses dans notre société. Et chez nous d'ailleurs, vous avez peut-être reçu une éducation un peu différente. Vous avez peut-être reçu l'éducation « finis ton assiette ». Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose. Je ne suis absolument pas en train de dire que vous avez reçu une mauvaise éducation ou que vous donnez une mauvaise éducation à vos enfants si jamais vous aussi vous dites à vos enfants de finir leur assiette. Maintenant, cette fameuse éducation finis ton assiette pose quelques problèmes. Si vous avez l'habitude de manger une portion définie, une assiette, alors vous mangez selon des facteurs extérieurs, comme la taille des portions, et vous ne mangez pas en fonction de vos besoins. Autrement dit, s'il reste à manger dans votre assiette et même si vous n'avez plus faim, vous allez continuer de manger. Et donc, vous allez prendre du poids. Peut-être que vos parents vous ont appris à finir vos assiettes quand vous étiez petite, parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim, parce qu'il ne faut pas gaspiller ou parce que c'est un crime familial si vous n'avez pas l'air d'aimer ce que votre grand-maman vous a préparé avec amour. Si vous n'aimez pas son plat, c'est comme si vous n'aimiez pas votre grand-mère. Elle va se vexer et ça va faire une scène de famille. Mais aujourd'hui, est-ce que cette éducation est utile pour vous ? Quelles conséquences négatives est-ce que ça pourrait avoir sur vous et sur votre poids ? Bien sûr, vous pouvez avoir peur d'avoir faim plus tard.
parfaitement légitime et c'est complètement normal. Mais si vous voulez sérieusement perdre du poids, vous ne voulez pas manger par anticipation. Apprendre à gérer les émotions et les sensations de faim pour avoir suffisamment d'énergie vient dans un second temps. Déjà, il faut désactiver le mode pilote automatique qui vous pousse à terminer automatiquement les portions de nourriture qui sont devant vous. Alors, apprenez à utiliser la pression sociale à bon escient. Ayez des comptes à rendre à quelqu'un, à un groupe de personnes à qui vous avez annoncé votre objectif, ou à un coach qui reste présent pour voir vos efforts. Maintenant, à l'inverse, les normes sociales peuvent aussi façonner vos comportements. C'est pour ça que c'est plus facile de se motiver à faire du sport avec des amis qui comptent sur vous, par exemple. C'est ce qu'on appelle se faire encourager par la collectivité. Pour clarifier, le troisième pilier de l'action, c'est la pression sociale. Le quatrième pilier de l'action, c'est l'encouragement par la collectivité. Dans le cadre de mon coaching, par exemple, mon tableau de suivi me permet de voir en temps réel si mes clientes ont effectué leur mission du jour. Et les femmes qui suivent le programme peuvent se regrouper entre personnes qui partagent les mêmes objectifs et les mêmes difficultés pour annoncer leurs objectifs et les efforts qu'elles ont prévu de faire chaque semaine. Puis, ce groupe est géré de façon à ce que l'ambiance soit positive. Et c'est toujours agréable de recevoir les félicitations et les encouragements de personnes qui vous ressemblent quand vous avez fourni un réel effort dont vous pouvez être fier. Dans un instant, vous allez essayer de réunir tous ces piliers pour changer vos comportements. Mais avant ça, voici le dernier niveau. C'est votre environnement. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure pour mieux comprendre. Si vous ne vous êtes pas brossé les dents depuis trop longtemps, que vous avez mangé du camembert, de l'ail, du chocolat et de l'alcool entre-temps, vous allez avoir l'impression d'avoir une haleine de chacal. Et ce ne sera pas seulement une impression, à vrai dire. Mais si vous vous brossez les dents pendant 3 minutes avec un dentifrice parfumé, alors vous allez immédiatement avoir la sensation de bouche propre, de dents lisses et d'haleine fraîche. Vous avez une sorte de récompense. Maintenant, à l'inverse, imaginez que je me regarde dans le miroir et que je me sente gros avec mes bourrelets qui dépassent. Je décide de faire 45 minutes de cardio. Puis, quand je me regarde à nouveau dans le miroir à la fin de la séance, eh bien, rien n'a changé. Je me trouve toujours gros. Il n'y a pas eu de résultat magique. Et surtout, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de gratification instantanée. Quand vous faites du sport et quand vous faites attention à ce que vous mangez sans avoir aucun résultat, vous pouvez perdre la motivation et vous dire que vos efforts ne servent à rien. C'est parce que vous n'avez pas de récompense. Vous devez donc apprendre à mettre en place un système de récompense et de compte à rendre concernant vos efforts à court terme. Ce système de récompense, c'est le 5e pilier de l'action. Dans la vraie vie, les récompenses extérieures sont plus souvent liées aux résultats plutôt qu'à vos efforts. Alors bien sûr, c'est agréable de recevoir des compliments quand vous avez réussi à perdre du poids et que vous vous sentez belle dans des vêtements qui vous mettent en valeur. Mais les personnes qui ont déjà fait le yo-yo savent aussi une chose. C'est encore pire quand les gens arrêtent de vous faire des compliments au fur et à mesure que vous reprenez du poids. Vous pouvez même ressentir une sensation de honte. C'est parce que la société a tendance à récompenser le résultat, alors qu'il faudrait en fait récompenser le processus qui amène à ce résultat. Dans le cadre d'un coaching bien conçu, comme dans mon programme, vos efforts sont reconnus et félicités quand ils méritent de l'être. En plus de ça, les outils de suivi vous procurent un feedback instantané et c'est quelque chose qui vous aide à activer le circuit de la récompense pour transformer vos actions quotidiennes en habitudes durables. Parce que si vous continuez les efforts suffisamment longtemps, vous finirez par obtenir les résultats désirés à un moment ou l'autre. La clé, c'est simplement de continuer. C'est pourquoi vous avez besoin de réunir les 6 piliers de l'action pour vous assurer de continuer à faire ce qui vous fait du bien pour le reste de votre vie. Le 6e et le dernier pilier de l'action, c'est votre environnement lui-même. Si vous habitez au 3e étage sans ascenseur, vous n'allez pas vous poser la question de prendre les escaliers ou non. Vous n'avez pas le choix. Votre environnement façonne vos choix. Et vous pouvez aussi façonner vos environnements de manière à ce que faire les bons choix soit facile. Par exemple, qu'est-ce qui vous aiderait à mieux manger? Une corbeille à fruits dans votre cuisine ou un panier de chocolat? Mais parfois, votre environnement ne vous aide pas, et c'est peut-être même l'inverse. Si vous vivez avec des personnes qui mangent 4 fois plus que vous, si vous cuisinez pour quelqu'un qui n'aime pas les légumes, ou si vous avez un travail sédentaire, alors votre environnement quotidien ne vous aide pas à bien manger et à rester en forme. Dans ce cas, c'est encore plus important pour vous de faire entrer une meilleure hygiène de vie dans votre environnement quotidien. Vous pouvez par exemple vous immerger dans le fitness et la nutrition en écoutant des podcasts, en lisant des articles et des livres ou en rejoignant un programme et une communauté pour rester connecté avec une meilleure alimentation. Pour conclure sur cet outil et les 6 piliers de l'action,
C'est un moyen de mettre toutes les chances de votre côté pour que bien manger devienne facile et sans effort. C'est ce que j'appelle un modèle comportemental. Si vous voulez changer vos habitudes alimentaires durablement pour perdre du poids une bonne fois pour toutes, la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire en sorte que les 6 piliers de l'action soient présents dans votre vie pour chacune des actions fondamentales qui permettent d'être en forme. Le grand bilan nutritionnel vous permet justement de diagnostiquer vos points forts et vos points faibles. Grâce à ça, vous pouvez définir une stratégie efficace pour changer vos habitudes alimentaires et améliorer votre relation avec la nourriture. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir implémenter un programme efficace et agréable. Parce que si ce n'est pas suffisamment agréable, alors c'est juste une question de temps avant de finir par abandonner et de retourner progressivement à vos anciennes habitudes. Et au final, de regagner tout le poids que vous aviez réussi à perdre. À partir de maintenant, vous avez 2 options. Vous pouvez implémenter tout ce que vous avez appris dans ces vidéos pour changer vous-même vos habitudes alimentaires. Et je suis sûr que vous pouvez y arriver. Tout ce que vous avez à faire, c'est de réunir les 6 piliers de l'action pour chacune des bases de la forme et de la santé. Manger lentement, manger en fonction de vos sensations de faim et de satiété, faire la paix avec la nourriture, assouvir vos besoins en protéines ou bouger autant que possible pour ne citer que quelques objectifs. Donc, pour chacune de ces bases, vous devez veiller à trouver une source de motivation personnelle, développer vos compétences, créer un réseau social pour vous aider à garder la motivation, instaurer un système de récompense et de feedback, et enfin, façonner votre environnement de façon à rendre vos choix plus faciles. Mais si vous avez l'impression que ça vous paraît trop compliqué, que vous n'avez pas le temps ou l'énergie de vous renseigner pour faire tout ça toute seule, alors vous pouvez choisir la deuxième option. Ma spécialité, c'est justement d'aider les femmes à changer leurs habitudes alimentaires et à améliorer leur relation avec la nourriture pour rééquilibrer leur alimentation durablement et au final, perdre du poids et retrouver confiance en soi. Si vous voulez gagner du temps et vous décharger de la charge mentale liée au sport et à la nutrition, je peux vous aider à retrouver la ligne et un corps dans lequel vous vous sentez bien, belle et sûre de vous. La seule chose que vous avez à faire, c'est de réserver un bilan avec moi. Ce sera l'occasion de faire le point sur vos difficultés et de voir pourquoi vous n'avez pas encore réussi à atteindre vos objectifs. Et en même temps, ce sera l'occasion de déterminer un plan d'action concret pour vous aider à y arriver. Puis, si vous êtes le genre de femme que je peux aider, alors vous aurez l'opportunité de rejoindre mon programme. Sinon, je vous conseillerais une autre stratégie plus adaptée à vos besoins. Alors, dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Réservez votre bilan et je serai ravi de faire votre connaissance.